Et à chaque fois que je te le dis, je l'appuie jamais d'un courriel parce que j'en aurais trop à lire, mais entre autres un qui nous dit qu'il ne peut plus se passer maintenant de nos interventions. Tant mieux. Conjointes, je devrais dire. Oui, tant mieux, Yves. Alors, Pierre, tu es encore bon et t'attires encore l'attention et tu crées du succès. Je donne à nos entretiens la part importante d'attrait de ton côté, évidemment, parce que, c'est toi le spécialiste. Moi, je suis un caster. Je profite de toi et de ta présence et de ton expertise. Quand on s'est quitté la dernière fois, quelqu'un demandait de spécifier ou d'indiquer avec un peu plus d'acuité la différence entre la schizophrénie et la bipolarité. La différence fondamentale entre les deux, c'est que la bipolarité ou psychose maniaco-dépressive est davantage un trouble de l'humeur. C'est l'humeur qui fluctue beaucoup. Tandis que dans la schizophrénie, c'est les idées qui sont brouillées. Les idées et des hallucinations. Alors, plus concrètement, c'est que les personnes qui ont un trouble de l'humeur passent d'une humeur dépressive à l'euphorie. La vraie psychose maniaco-dépressive, c'est ça. Okay. C'est une variation excessive dans les centres de l'humeur logés dans le cerveau. Parfois, on pouvait entendre qu'une personne qui n'était pas habituée à la consommation se mettait à acheter plein d'affaires et souvent au-delà de ses capacités. Bon, alors, exactement, lorsqu'ils sont en période d'euphorie, ils peuvent assez facilement tenir des propos grandioses et se lancer dans des comportements exagérés. Acheter beaucoup, être extrêmement actif sexuellement, alors avoir une sexualité absolument inédite et débordante. Et c'est vraiment, on parle d'extrême, on parle pas juste d'augmentation légère, mais bien d'extrême. Alors la vraie bipolarité, c'est ça. Tandis que la schizophrénie, c'est tout le comportement et les propos qui sont brouillés, qui deviennent bizarres, sans lien logique, avec des idées délirantes, toutes sortes de croyances qui n'ont pas de bon sens. Beaucoup de paranoïage, beaucoup de peur d'être suivi, peur d'être espionné. Et aussi des hallucinations, c'est-à-dire que la personne entend des voix, entend des conversations alors qu'il n'y a personne près d'elle. Elle peut avoir des visions aussi, des apparitions. Alors, on entend des personnes qui ont vu des soucoupes volantes, ces histoires-là. Alors, c'est fréquent dans la schizophrénie qu'il y a des individus qui ont toutes sortes de croyances ou d'expériences inhabituelles, inusitées. Comment ils appellent ça? Donc, voyons, les expériences, ceux qui croient aux extraterrestres, aux soucoupes volantes. Là, extrasensorielles. Extrasensorielles. Ésotériques. Ésotériques. Alors, les expériences ésotériques sont souvent rapportées par les personnes qui souffrent de schizophrénie. Et il y a souvent des individus très ésotériques qui n'ont jamais eu de diagnostic de schizophrénie et qui pourraient peut-être en avoir. Pierre, comment ça se traite? Tu es dans ton bureau et tu auras donc, tu viens de le dire, affaire à une clientèle. Donc, tu vas distinguer à la fois si une personne est bipolaire ou encore si elle est schizophrène. Un auditeur veut savoir comment le médicament agit dans le cerveau. Comment on a fait pour découvrir qu'une substance qu'on allait consommer allait agir dans notre cerveau pour pallier à notre trouble? C'est que ça refait l'équilibre normal. Alors, les deux maladies sont des maladies d'étiologie génétique, c'est-à-dire c'est recelé dans vos gènes. C'est un défaut de manufacture qui s'exprime à l'âge adulte. La schizophrénie avant la maladie maniaco-dépressive plus jeune. Alors, la schizophrénie, c'est une maladie du jeune adulte. Environ 1 adulte sur 100 sera touché, tandis que la maniaco-dépression ou le trouble bipolaire, c'est 0,5% au niveau de la prévalence. Dans le bureau, évidemment, le traitement ne sera pas le même. Pour la schizophrénie, on a toute une panoplie de médicaments de la même famille, de la même grande famille qu'on appelle les antipsychotiques ou neuroleptiques. Alors, on donne ça et ça peut rétablir l'équilibre normal dans les régions du cerveau qui dysfonctionnent.
La même chose pour la maniaco-dépression, c'est pas le même traitement, c'est des stabilisateurs de l'humeur. Ce sont des produits comme le lithium, les antidépresseurs et de plus en plus certains antipsychotiques qui sont utilisés pour stabiliser ou refaire fonctionner comme il faut les centres dans le cerveau qui vont pas bien. Et le liquide, donc, se mélange au sang et à mesure où il arrive là où il se doit, il ne peut pas faire autrement que créer des réactions. Il est fait, il est conçu pour ça, c'est ça? C'est ça, exactement. Il va limiter... Ce sont des médicaments. Alors, ces molécules-là sont soit sous forme d'injection ou par la bouche, sous forme de comprimés. Ils vont aller agir dans le cerveau aux bons endroits. Un autre auditeur dit régulièrement, le Doc Mayou parle de ses extradoses. Et là, il dit, demande-lui donc des précisions. Qu'est-ce qu'il entend par les extradoses et pourquoi en est-il venu à la conclusion qu'il devait y aller d'extradose? C'est Patrick qui demande ça. Oui, ça fait longtemps. C'est lors de mes études des années 70 à McGill, à l'université McGill. On s'était aperçu que les antipsychotiques pour traiter la schizophrénie n'avaient aucun effet sur beaucoup de patients. Au moins le tiers et plus de patients. Alors, les doses habituelles, ça faisait strictement rien. Ils prenaient ça, puis c'est comme s'ils avaient pris de l'eau. OK. C'était un peu surprenant. Puis on s'est demandé si on augmentait, est-ce que ça pourrait agir? Et c'est comme ça que je me suis familiarisé avec les mégadoses ou hauts dosages d'antipsychotiques chez certains cas de schizophrénie réfractaires qui ne répondent pas aux doses habituelles. OK. Autrement dit, tu as 60% des patients atteints de schizophrénie qui vont s'améliorer beaucoup ou passablement avec les doses habituelles. Et il y en a un autre 30-40% que si on augmente, rendu à un certain niveau, il s'améliore. C'est simplement comme ça que j'ai découvert ça avec quelques autres de mes collègues. Est-ce que les médicaments pour la schizophrénie, les dépressions, ont également des effets secondaires? Est-ce que, ce qu'on appelle communément dans le marché, est-ce qu'il y a aussi le danger d'accoutumance? Est-il possible de délaisser la consommation d'un antidépresseur ou des antipsychotiques? Trop facilement, Yves. Alors, il n'y a aucune accoutumance à la grande famille des antipsychotiques. OK. Et les patients le savent très bien. Souvent, ils arrêtent et il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. OK. Alors, c'est très facile d'arrêter ces produits-là et, avec le danger que la psychose revient. OK. La maladie psychotique revient. Donc, quelqu'un qui est diagnostiqué schizophrène le sera toujours, ça se tempère avec le biais du médicament. On peut reprendre des gens, les gens peuvent devenir fonctionnels, mais devront toujours poursuivre la consommation de leurs médicaments, c'est ça? Dans un gros pourcentage de cas, oui, mais à l'occasion, on voit des cas qui ont fait un épisode de psychose, d'allure schizophrénique, et n'en referont plus jamais de leur vie. OK. Alors, tout ça existe. D'où l'importance de traiter vigoureusement et rapidement la premier épisode de psychose. Ensuite, au moins pour 1 an et demi, 2 ans de traitement. Et on peut essayer de cesser après la première. Mais lorsqu'il y a un deuxième ou un troisième épisode psychotique, je pense que ça vient de signer que la maladie va être pour longtemps. Un peu comme le diabète. Okay. Le diabète, il faut prendre un traitement à long terme. Pour ce qui est de la schizophrénie, dans la plupart des cas, c'est un traitement à long terme. Et c'est une maladie qui est assez particulière. Elle varie beaucoup d'un individu à l'autre. On ne sait pas pourquoi. Deuxièmement, elle est de pronostic favorable. C'est-à-dire qu'après la quarantaine, il y a plusieurs individus atteints de schizophrénie qui vont voir leur maladie s'améliorer graduellement, sans qu'on sache pourquoi. OK. La maladie va s'atténuer. S'atténuer, s'amenuiser, donc les symptômes deviennent moins graves. Oui, symptômes moins graves après la quarantaine. OK. Est-ce qu'un diagnostiqué schizophrène peut être fonctionnel à son travail, dans la société et tout ça? Oh, j'ai plusieurs patients qui vont bien. J'ai des professionnels. Ah oui? J'ai quelques professionnels qui souffrent de schizophrénie. Puis, enseignants, professionnels de la santé. Oui,
Et qui, avec beaucoup, ça varie beaucoup. Et il est important de bien traiter cette maladie-là. Parce que le pronostic est bon dans un gros pourcentage de cas. OK. Et j'ai des patients qui prennent des mégadoses qui ne sont pas nécessairement employés, mais qui sont beaucoup plus confortables dans des ressources d'accueil, dans des familles d'accueil, des foyers de groupe. Ils mènent une vie beaucoup plus normale et beaucoup plus confortable, autant pour eux que pour les autres. Parce que l'individu qui est déconnecté de la réalité, qui hallucine et délire en permanence, est un individu foncièrement imprévisible. Oui. Et rappelons-nous, Pichet, je me souviens pas de son prénom, Pichet Trois-Rivières, qui a découpé, c'est un comptable, et il souffre de schizophrénie, fort probablement, d'après ce qu'on peut en voir dans les médias, et il a découpé ses 2 parents en morceaux avec une hache, un congélateur. Oui, je me rappelle que tu avais vu le regard et tout, tu t'étais avancé à dire que il était probablement dans cette zone-là. Là. Oui, puis il était traité pour ça aussi. Il était traité, oui. Oui. Donc, hallucination pour lui. Alors, là... tous les individus qui souffrent de schizophrénie ne sont pas dangereux. Okay. Mais si on ne traite pas un individu qui souffre de schizophrénie, qu'on le laisse délirant et halluciné, il devient imprévisible. Il peut faire n'importe quoi. Donc, on a là ici un cas, Pierre, qui, devant une cour... Oui, Yves, je pense que c'est important de le mentionner parce qu'il y a un nommé un psychiatre, Jacques Talbot. Oui. Je l'ai entendu à quelques reprises. C'est un psychiatre de Pinel qui est maintenant âgé. Je ne sais pas s'il est retraité ou pas. Mm-hmm. Mais il a répété sur les ondes radiophoniques, même je l'ai entendu à quelques reprises, dire que les personnes qui souffraient de schizophrénie ne sont pas plus dangereuses que n'importe quel citoyen. Ouais. Je trouvais ça abominable et affreux d'entendre pareil ignominie. Et dans le cas dont tu viens de parler, est-ce qu'on n'est pas là justement devant un cas où on peut dire, où on peut s'avancer, où il est plus logique d'entendre non criminellement responsable pour cause d'aliénation mentale? Oui. Oui. Hein? Alors, les 2 causes les plus fréquentes, je crois, de non-responsabilité criminelle suite à des délits qui leur sont reprochés, c'est la schizophrénie et la déficience intellectuelle. D'ailleurs, ce matin, aux nouvelles radiophoniques, on parlait d'un individu qui a vu sa sentence commuée au Texas. Pas une sentence, une exécution. Oui. Commuée ou devant être commuée. En tout cas, il y a tout un débat parce qu'il a 69 de quotient intellectuel. Wow. Et la loi dit qu'en bas de 70, on ne peut pas reconnaître quelqu'un responsable, criminellement responsable d'un meurtre et l'exécuter. Il l'a tué. Par contre, s'il n'est pas responsable, ne veut pas dire qu'il est laissé en liberté et qu'il est un suivi... non, c'est ça, exactement. Oui. Il n'est pas libéré. S'il n'est pas exécuté et reconnu non criminellement responsable parce qu'il est déficient intellectuel, à ce moment-là, il va être enfermé à vie dans un milieu asilaire. J'ai Mathieu ici, il dit, je lance cette idée au sujet. J'ai entendu régulièrement le doc Mayou nous parler d'être un fort psychiatre au niveau de la schizophrénie, mais il a aussi mentionné l'autisme dans ses spécialités. Ce serait intéressant de l'entendre parler sur le sujet. Oui, l'autisme est une autre psychose qui débute beaucoup plus tôt dans la vie. Alors, la schizophrénie commence vers 16, 17, 18, 20 ans. La maladie maniaco-dépressive vers 28, 30, 35. Et l'autisme commence vers 2-3 ans. Alors, l'autisme, c'est un trouble du cerveau. C'est une maladie neurologique. On appelle ça une maladie psychiatrique, mais c'est neurologique. Mm-hmm. C'est que le cerveau se met à dysfonctionner dès l'âge de 2 ou 3 ans. Généralement, ces enfants-là sont relativement normaux jusqu'à 9 mois, 1 an, 2 ans. Et là, ça glisse, puis le petit enfant ne regarde plus. Ils peuvent être comme ça dès l'âge de 9 mois. Okay. Alors, ils évitent le regard de la mère. Leur gazouillis n'est pas suite au contact avec la mère. Tu sais, ils ont l'air un peu déconnectés. Mm-hmm.
Et souvent, les mères ont un gros pincement à l'âge de 9 mois, 1 an, lorsqu'elles réalisent que si elles parlent à l'enfant, il ne répond pas. Alors, souvent, elles croient que leur bébé est sourd. OK. Parce qu'elles lui parlent, puis présumons qu'elles sont derrière l'enfant. Elles lui parlent et l'enfant ne se retourne pas. Alors qu'un enfant normal qui entend la voix de sa mère va rapidement, le plus souvent, se retourner. Alors, il y a ces deux phénomènes-là. Elle croit que le bébé est sourd et elle s'inquiète beaucoup de prendre son bébé devant elle et le bébé ne la regarde pas. OK. Il n'est pas là. Il n'y a pas de... Il regarde ailleurs. Mm-hmm. Alors, on appelle ça le regard fuyant ou évitement du regard. Et ça... Et j'en ai vu un adulte ce matin qui a, justement, mon premier cas ce matin, parce que je suis dans mon bureau, là, tu m'appelles de mon bureau. Mais oui. Premier cas que j'ai vu, et justement, quelqu'un qui avait été diagnostiqué, qui a maintenant 58 ans, et il a été diagnostiqué déficient intellectuel. OK. Il fait beaucoup d'écolalie maintenant. Il parle beaucoup, mais il a des connaissances qu'un déficient ne peut pas avoir. Il retient des dates de naissance des membres de sa famille, etc. Il inclut la sienne. Et il fait beaucoup d'écolalie. Alors, lorsque les personnes parlent, il répète les propos des personnes autour. OK. Qui est un signe d'autisme. Alors, c'est un autiste qui a maintenant 58 ans. Et depuis 2 ans, il y avait beaucoup de symptômes psychotiques aussi. Ils peuvent avoir des symptômes, des hallucinations, des choses comme ça. Et j'ai traité les symptômes psychotiques croyant que c'était de la schizophrénie pour découvrir un individu autiste. OK. Alors, c'est un individu autiste. Et lui, ce qu'il avait eu dans le passé, depuis sa tout jeune enfance, c'est un diagnostic de déficience intellectuelle légère à modérée. C'est pas ça. Il n'est pas déficient du tout. Il est autiste. Donc, il est autiste. Dans les perceptions, il y a quasiment des similitudes entre la schizophrénie et l'autisme. Ça peut être difficile une fois adulte, parce ces patients-là peuvent présenter des hallucinations ou paraître tellement déconnectés de la réalité que ça peut être confondu avec la schizophrénie. Est-ce qu'il y a un barème médicamenteux? Est-ce que ça se traite, l'autisme? Écoute, j'ai des patients autistes très agités. L'autisme léger répond très peu aux antipsychotiques. OK. L'autisme sévère répond beaucoup à des hauts dosages antipsychotiques. D'ailleurs, ça m'a valu une radiation. J'en ai plusieurs que j'ai mis à des hauts dosages des autistes. OK. Et avec une amélioration importante OK. qui a scandalisé ma confrérie de l'hôpital Sainte-Justine de Montréal, qui au lieu de... Écoute, je vais te donner un exemple. Je traitais un jeune de 14 ans qui était chez lui et qui allait à l'école et qui n'était pas de trouble pour sa famille. Mais il prenait une mégadose d'antipsychotiques. Ils l'ont amené à Sainte-Justine à Montréal. Non, à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Je m'excuse, je me suis trompé. À l'hôpital Rivière-des-Prairies, qui ont cessé mon traitement. Et ils vont l'hospitaliser 3 fois 6 mois. Finalement, pour lui redonner de la médication parce qu'il était dangereux. Dangereux à un point tel qu'à un moment donné, sa mère l'a sorti. Et il l'a pris par les cheveux, puis il l'a tiré par en arrière alors qu'elle était au volant. OK. C'était vraiment dangereux. Il était dangereux. Il était dangereux. Il était dangereux. Alors que, et après 4 ans, ça fait 4 ou 5 ans de ça, maintenant, il reçoit une bonne dose d'antipsychotiques à nouveau donnée par les charmants confrères de l'hôpital Sainte-Justine. Charmant parce qu'il ne m'aime pas. Il reçoit une dose très élevée. Il reçoit même 2 antipsychotiques et est nettement amélioré de retour dans sa famille. Alors, un grand cirque. C'était un des chefs d'infraction qu'on me reprochait pour être de retour sensiblement au traitement que je lui donnais. À utiliser le traitement.
Dernier point, Pierre, par Maxime qui dit « J'aime bien vos entretiens avec le Doc Mayou. Monsieur Landry, ça vous donne l'occasion de voir que vous n'avez pas vu grand-chose. Pierre Mayou traite des gens avec des problèmes psychiques. Je suis issu d'une famille où le père était alcoolique et où la mère était dépressive, profondément dépressive. J'ai dû lutter toute ma vie pour essayer et tenter de garder mon équilibre. Au cégep, j'ai gagné des cours de peine et de misère, mais j'en ai trop échoué. J'étais évasif, j'étais égaré, ma concentration ne pouvait jamais être au maximum. J'ai dû m'arrêter là. Le Doc Mayou présente des réalités, M. Landry, vous n'avez pas l'air à les croire. » Alors là, je me fais driver un peu dans ce courriel-là, Pierre. Bon, regarde, on va clarifier quelque chose. Je ne crois pas que tu remettes en doute ce que je dis. Absolument, tu es très accueillant. Oui, mais je suis surpris. Oui, ben non, je pense que l'auditeur interprète mal ta réaction. C'est ça. Alors là-dessus, je ne suis pas... sur ce point, sur ton accueil de mes propos, je ne suis pas d'accord avec l'auditeur. Maintenant, tu n'as pas nécessairement à croire ou accueillir tous mes propos. Tu peux les contester, ça c'est de bonne guerre. Voilà. Oh oui. Alors, Sauf que... ne pas confondre une méfiance face à mes qualités cliniques et, à un moment donné, une contestation de certains propos qui sont beaucoup plus des vues personnelles ou des positions personnelles de Mayou. C'est pour ça qu'on échange. Pierre, je ne sais pas si je le perçois en guise de conclusion, mais de te retrouver de retour à ton bureau et de faire ton métier, ton job, les choses que t'aimes, je sens quand même une certaine satisfaction, même si tu t'es amusé dans la croisade juridique où tu regagnes ton droit de pratique, du moins une partie, je sens chez toi une satisfaction. Même à 65 ans, Pierre, as-tu toujours le goût aussi marquant de faire ta profession, d'opérer? Définitivement. Ah oui? Et la croisade est loin d'être finie. Elle devient de plus en plus revêche. Écoute, la guérilla avec le collège est de plus en plus ardue. Parce que je suis d'une race qui ne sait pas mourir, comme disait soit Félix-Antoine Savard ou Louis Aymon dans un de... Louis Aymon. Louis Aymon qui disait ça. Je suis sûr de mon affaire. Oui. Alors, je suis d'une race qui ne sait pas mourir et j'aime beaucoup ce que je fais aux grandes dames du Collège des médecins. Tu as commencé à opérer, je veux dire, à être fonctionnel, à être psychiatre en quelle année, Pierre? 1979. En 79. Ouais. Ça fait 35 ans. 35 ans. Ça fait des années et des patients, ça. Énormément. Toujours dans le secteur de Trois-Rivières? Oui. Toujours dans le secteur, soit à Trois-Rivières même ou à Louisville. Et maintenant, c'est-à-dire, je me reprends. Au début, j'ai fait 9 ans à l'hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières, le seul département régional. OK. Et j'avais débuté un cabinet privé à Trois-Rivières, à mon domicile, pour ensuite avoir un accident. Je me suis fait arracher une jambe sur le bord du chemin en 88. Et après ça, je ne pouvais pas reprendre, c'est-à-dire le directeur général, à l'époque, Mathieu Vaillancourt, ne m'autorisait pas à retourner pratiquer la psychiatrie à temps partiel à l'hôpital Sainte-Marie. OK, en raison de... En raison de rien. OK, bizarre. Tu fais le même job qu'avant ou t'es dehors. Ah ouais? OK. C'est sûr que je l'avais écœuré à quelques reprises. Ah! T'avais été un peu récalcitrant, rébarbatif. En maison. En maison. Je m'étais payé une traite. À un moment donné. Je l'avais apostrophé dans le corridor, puis je lui avais dit, Mathieu, pourrais-tu te départir du bar garni que tu as dans ton bureau? Il me regarde, c'est un gars qui mesurait à peu près 6 pieds 1. Wow. Un énorme gaillard. Il me regarde baveux, il dit, j'ai pas de bar dans mon bureau. Je lui ai dit, Mathieu, sacrement, j'ai dit, t'as un bar dans ton bureau. Là, il me regarde, il dit, c'est dans un local adjacent à mon bureau. OK. Ben, j'ai dit, avant de faire des coupures à l'urgence, sors ça. J'étais d'autant plus sûr de mon affaire que, sais-tu qu'est-ce qui s'était passé? Hein? La personne, l'employé qui devait nettoyer les verres qui étaient utilisés, lors de cette conversation,
Il m'a dit, ouais, ben, il dit, on garde ça pour le conseil d'administration. Hey, un bar garni pour le conseil d'administration de l'hôpital. Aïe, aïe. Dans un local adjacent à son bureau. La personne, un soir vers 5h, 5h30, quelqu'un cogne à ma porte. Il dit, Docteur Maillot, il dit, il est question de coupure à l'urgence et moi, je nettoie les verres qui sont utilisés pour le bar de notre directeur général. Et ça fait pas de sens, ça. Il m'a raconté qu'il y avait un bar garni, c'est-à-dire un paquet de bouteilles de boissons et une verrerie fine appropriée. Et il y en avait des verres. Comprends-tu que... Tu t'es pas fait d'amis, là? Ah! Et le gars, je l'avais admonesté, apostrophé, dans le corridor, devant la cafétéria, avec un paquet de monde qui écoutait. Il était en cibole après moi, le gros. J'en conviens. Gros épais. Hey, imagine faire des... Puis là, il m'avait dit, ah oui, c'est des bouteilles qu'on a eues en cadeau. Hey, un bar garni, il y avait probablement une quarantaine, tu sais, les bars comme dans les bars, là, une quarantaine de bouteilles de boissons. Ouais, très bien. De toutes sortes, là, très bien garnies. Puis tout le paquet de verre qui va avec ça. C'est incroyable, dans un hôpital. Un bar garni dans un hôpital